C'est une enquête prodigieuse menée par la rédaction de Marianne. C'est de la contribution de 40 entreprises à l'activité économique en France. Une grosse partie du CAC, mais pas que en somme. Est-ce que nos entreprises sont patriotes? Sébastien Grob, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des journalistes qui avait épluché tous les rapports d'entreprise pour cette enquête. Enquête sur 10 ans, il faut le préciser, qui concerne donc les entreprises qui ont des activités de production. Le grand enseignement de cette enquête, qu'est-ce que ça vous a appris selon vous? Alors, oui, donc pour revenir rapidement sur notre travail, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les 40 plus gros groupes industriels au sens de la capitalisation boursière. Et pour chacun de ces groupes, on a regardé comment différents critères ont évolué sur les 10 dernières années, c'est-à-dire notamment l'évolution de leur nombre de salariés en France, l'évolution de la part de leurs effectifs situés en France, l'évolution de la part de leurs actifs également situés en France, et on a aussi examiné comment la part de leurs effectifs situés en France a évolué par rapport à la part de leur chiffre d'affaires réalisé en France. C'est-à-dire que, grosso modo, on considère ça évolue de manière concomitante ou non? C'est ça, c'est-à-dire si on considère que si le chiffre d'affaires français d'une entreprise a augmenté plus vite que la part de ses effectifs situés en France, on peut l'assimiler à une forme de délocalisation, en tout cas une forme de désaffection pour la production en France par rapport à ce que justifierait son activité. Et alors le constat général? Alors dans l'ensemble, du coup, on a des chiffres d'ensemble sur ces 40 plus gros groupes industriels français qui représentent aujourd'hui quelques 9000 salariés en France. Ce qu'on voit, c'est malheureusement qu'il y a une baisse assez sensible des effectifs situés en France entre 2013 et 2023. Donc il y a une perte de 24 000 salariés, ça représente une baisse de 2,5%, alors que dans le même temps, les effectifs de ces sociétés situées à l'étranger ont augmenté de 40%. Donc il y a une internationalisation quand même très importante. Et le chiffre d'affaires global, du coup? Alors ce qu'on voit, c'est que le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger a progressé nettement moins vite que les effectifs. Donc l'activité de ces grandes sociétés industrielles s'est internationalisée, mais la part de la production qui est réalisée à l'étranger a progressé encore nettement plus vite. Donc il y a plus de délocalisation que d'internationalisation de ces entreprises. Tout à fait. Alors après, ces chiffres, ils peuvent refléter des délocalisations, des déplacements secs de production. Ça, c'est notamment ce qu'on a vu dans l'automobile, puisqu'il y a eu des baisses importantes de production, des fermetures d'usines dans l'automobile au profit de lignes de production en Slovaquie, en Espagne ou en Afrique du Nord. Pour d'autres entreprises, c'est un peu moins net, c'est-à-dire que nos chiffres ils peuvent aussi refléter le fait qu'il y a des cessions ou des acquisitions de filiales situées à l'étranger. Donc là, c'est plutôt des variations de périmètre, donc ce n'est pas des délocalisations sèches. Et ça reflète aussi quand même le fait que les investisseurs, les actionnaires de ces grands groupes français, ils préfèrent miser leur argent et financer des activités qui sont situées à l'étranger, dans ces cas-là, que des activités situées en France. Alors c'est un classement que si on prend les moins bien classés de ce classement, on retrouve quel type d'entreprise et même quelles entreprises, parce qu'on a évidemment des noms. Ouais, alors nous, les 5 entreprises qui arrivent en queue de peloton, la toute dernière, c'est Stellantis. Alors les résultats de Stellantis... Qui a fermé des usines en France, Carlos Tavares, c'est vrai. Il y a eu des délocalisations. Nos critères font aussi que Stellantis est en partie pénalisé par la fusion avec... Puisqu'il a agrandi sa part à l'étranger, forcément, parce qu'il s'est agrandi, il a fusionné avec un étranger. Donc dans nos critères, effectivement, il y a ce facteur-là qui joue, il faut en avoir conscience, mais comme vous l'avez dit, il y a aussi eu des délocalisations en parallèle. Ensuite, on retrouve Vallourec, qui est spécialisé dans la fabrication de tuyaux, dans le transport d'hydrocarbures. Il y a Ipsen, ensuite, il y a aussi Michelin. Michelin donc, qui a baissé ses effectifs en France alors qu'il progressait à l'étranger, et notamment en Asie. Et on trouve également Alstom. Donc c'est l'industrie, la grosse industrie quand même. C'est de la grosse industrie et notamment de l'industrie présente dans les transports. Un peu plus haut dans le classement, il y a Renault, mais qui est également plutôt dans la deuxième partie du tableau, et également Valeo. Alors qu'à l'inverse, si on prend les 5 entreprises les mieux classées, on retrouve Hermès, Kering, Dassault Aviation,
Virbac, qui est un spécialiste. Oui, ça c'est quand même des productions un peu plus haut de gamme, si on prend, voilà, très spécialisées, en tout cas le luxe. Donc on cherche vraiment de la qualité, de l'artisanat, et Dassault Aviation, là aussi c'est vraiment de l'industrie de précision. Oui, tout à fait. Dassault Aviation, en plus, il y a un aspect stratégique de souveraineté avec la production de l'armement aéronautique. Donc effectivement, les entreprises qui vont être en haut de notre classement, c'est notamment du luxe. Il y a L'Oréal qui est 9e également. Donc voilà, des cosmétiques, du luxe, c'est des entreprises qui ont une marque identifiée aussi au territoire français. Celles qui font le mieux, ouais. Hermès aime bien parler d'ancrage territorial. Ça représente combien de pourcentage d'emplois en France ? Alors Hermès, faut que je retrouve, je l'ai pas sous la main, je vais vous le retrouver. En tout cas, sur les 10 dernières années, Hermès, il y a une progression importante des emplois en France. Ils ouvrent beaucoup, effectivement, d'ateliers, d'usines sur le sol français. Tout à fait. Alors, depuis les dernières années, ils ont recruté 7000 personnes en France, donc ça a quand même doublé sur les 10 dernières années. Et la part de leurs effectifs situés en France aujourd'hui, c'est 60%. Donc c'est assez conséquent. Et si on regarde effectivement dans le secteur du luxe, ça figure parmi les entreprises qui ont le plus embauché. Ce qu'on voit, c'est qu'aussi LVMH a recruté 17 600 salariés entre 2013 et 2023. C'est une progression quand même de 81%, c'est ces entreprises. Et leur effectif a plus progressé en France qu'à l'international ? Pour ce qui est d'LVMH, ce n'est pas le cas. C'est équivalent, ça reflète aussi une croissance importante du groupe et le fait que l'activité se porte bien. Pour Hermès, les effectifs ont progressé plus vite en France qu'à l'étranger. C'est également le cas de Kering. Et d'ailleurs, dans les secteurs, dans le top 10, on retrouve aussi Rémy Cointreau, Pernod Ricard. Donc voilà, c'est aussi qui sont aussi en pointe dans les boissons haut de gamme et qui sont identifiées au territoire français. Oui, donc il y a quand même des avantages à produire en France pour ces boîtes. Oui, en tout cas, pour ces entreprises-là, le fait de produire en France n'est pas considéré visiblement par un handicap comme ça peut l'être pour d'autres entreprises qui ont cherché ces dernières années une réduction des coûts, notamment liés à la masse salariale. Alors que changent les aides aux entreprises ? Parce que c'est intéressant de voir que celles qui sont dans le haut du classement, finalement, elles ne bénéficient pas d'aide. Alors qu'au contraire, il y en a certaines, dans l'industrie notamment, on est allé donner des aides. Est-ce que ça a véritablement changé quelque chose ? Eh bien, ça, c'est... j'ai envie de dire que c'est peut-être un peu tôt pour le dire, parce que la politique du gouvernement, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il y a eu un peu deux phases en termes de politique industrielle. Dans un premier temps, il y a eu une réduction importante des impôts qui pesaient sur les entreprises. Il y a eu une baisse de l'impôt sur les sociétés. Ensuite, il y a eu la baisse des impôts de production qui a été lancée depuis 2020. Et depuis la crise Covid, il y a eu une deuxième phase qui s'est enclenchée avec des aides un peu plus ciblées qui visaient des secteurs de la réindustrialisation dans lesquels on souhaite être en pointe à l'avenir. Alors ça a été les semi-conducteurs, le numérique en général, mais aussi les industries de la transition écologique. Et ce qu'on voit pour l'instant, c'est que par exemple, il y a un soutien très important, il me semble que c'est 2,5 milliards d'euros de subventions qui vont être données pour la nouvelle usine de ST Microelectronics à Crolles. L'avantage de ce type de soutien ciblé, c'est que a priori, on sait ce qui arrive, on donne un soutien à cette usine, on sait qu'elle va sortir de terre. Après, évidemment, la question, c'est d'une part, est-ce que cette activité, elle va être pérenne au sens où est-ce qu'elle va arriver à ensuite trouver des débouchés sur les marchés internationaux ? Et aussi, est-ce que cette aide, elle était proportionnée aux réels besoins ? Est-ce que l'État a su ou sous-payé par rapport à ce dont avait besoin ST Microelectronics pour installer son activité en France? Mais la question peut se poser pour d'autres secteurs, parce qu'il y a eu des subventions importantes aussi. Subventions pour la recherche, on peut penser évidemment à Sanofi, là, qui cède son activité au PELA avec le Doliprane, une production qui est basée en France. En même temps, l'entreprise reçoit beaucoup d'aide aussi de la part de l'État. Oui, alors Sanofi en particulier, ils ont reçu beaucoup de crédits d'impôt recherche ces dernières années, alors que les effectifs de Sanofi de recherche et développement
en France ont été. Est-ce qu'il y a une progression justement de l'effectif recherche de Sanofi en France? Non, c'est des effectifs qui ont baissé, il me semble, sur les 10 dernières années. Donc là, effectivement, il y a des questions à se poser sur l'efficacité du dispositif. Sont utilisés. Et d'une manière générale, il y a plusieurs études qui montrent que le crédit impôt recherche produit des effets assez médiocres sur la performance des grandes entreprises, pas forcément sur les entreprises de taille intermédiaire et sur les PME, mais sur les grandes entreprises, il n'y a pas vraiment d'indice du fait que ça améliorerait les résultats de la recherche et développement, alors que ces grandes entreprises reçoivent une part importante de ce crédit impôt recherche. Et Sanofi, elle est plutôt vers la fin de milieu de classement, non? Sanofi, ouais, c'est situé plutôt en milieu de classement. Donc on rappelle les premiers Hermès, Kering et Dassault Aviation, et puis plutôt dans les dernières places, l'industrie plus lourde, Stellantis aussi, bonne dernière du classement. Classement donc à retrouver dans Marianne cette semaine. Sébastien Gromm, merci d'être venu nous présenter cette très belle enquête. Merci beaucoup.